Bonjour, je range mon bureau numéro 132. Ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo, mais bon, j'ai été pas mal actif. Et une des raisons, enfin je sais pas, c'est pas une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait de vidéo, mais ça fait partie aussi des choses que j'ai faites, que je fais en ce moment, qui me demandent un peu et même pas mal de temps en plus de mon travail d'enseignant-chercheur. C'est la tournée autour de la parution de Notre Sœur Rabat-Joie. Et depuis la dernière fois qu'on s'est parlé ici, le livre est paru. Il est sorti le 17 avril. C'est aux éditions Rothbo Cric. Il est dans toutes les bonnes librairies et il peut se commander. On a commencé à avoir des échanges. On était à Bordeaux avec ma co-traductrice Patricia Huefa-Grange le 29 avril, puis à Paris, à la Maison des Mondes Africains, la Mansa, le 12 mai, et avant-hier, le 20 mai, à Lille, à la librairie La Franchie. Et d'ailleurs, je vais en reparler, c'est une super librairie. J'étais très très heureux de faire la connaissance de Soisic Courbet qui anime un podcast, le podcast La Franchie. Il y a plus de 200 épisodes, je vous invite vraiment à aller écouter. Moi, j'en avais écouté une petite poignée avant d'aller à Lille parce que mon éditeur m'avait signalé eh bien, que la librairie dans laquelle nous allions, elle avait aussi cette particularité. Et puis là, après avoir discuté avec Swazik, après la rencontre, je suis allé écouter deux, trois autres épisodes. C'est vraiment un excellent podcast. Voilà, ça c'était par parenthèse, mais je vais revenir à la librairie parce que le premier livre dont je vais vraiment parler, je l'ai acheté à la librairie avant-hier et j'ai deux, trois trucs à dire dessus, vraiment. Donc voilà, on fait des rencontres. Ça c'est Our Sister Killjoy, c'est le texte de Ama-Ata Aidoo d'origine, publié en 1977. Et ça, c'est la traduction française, la première traduction française de ce livre très important, Notre Sœur Rabat-Joie. Alors, je n'en parle pas davantage, et d'autant qu'il y aura un podcast, La Franchie, puisque la rencontre a été enregistrée et sera un épisode de podcast. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, enfin c'est pas pour ça, mais c'est aussi pour ça que je vous dis d'aller regarder, d'aller mettre dans vos favoris ce podcast. C'est parce que bientôt, ben, en fait, vous pourrez entendre Patricia Ouefa-Grange et puis moi-même parler, répondre aux questions de Swazig sur cette traduction. Il n'y a pas eu de captation à Bordeaux et à Paris, et c'est très bien comme ça. Mais on a eu beaucoup d'échanges, et voilà. En fait, le texte, vraiment, il vit. On a des questions très intéressantes. Et en fait, moi, je m'aperçois aussi de quelque chose que je savais déjà, mais j'en ai à chaque fois la confirmation, qui est que j'ai des discussions beaucoup plus riches sur la littérature, sur les textes sur lesquels je travaille, sur les auteurs, les autrices qui sont un peu voilà, mes objets d'étude, mes passions depuis 30 ans maintenant que je suis africaniste. J'ai beaucoup plus de conversations intéressantes et profondes en dehors de l'université qu'à l'université. Donc, ça veut dire comme, par exemple, des conversations avec une endocrinologue, une jeune endocrinologue réunionnaise à Lille, autour du livre. Et on a échangé pendant la rencontre, et puis ensuite, au moment elle est venue faire signer le livre. Et voilà, et c'est tout le temps comme ça, en fait. Et c'est vrai qu'avec des libraires, avec des gens qui sont dans les métiers du livre, finalement, j'ai souvent avec d'autres traducteurs, traductrices bien sûr, avec des éditeurs, éditrices, tout ça, enfin voilà, et avec des simples lecteurs, lectrices, je sais pas si c'est, voilà, j'entends rien de péjoratif derrière ça, évidemment. Et bien en fait, il y a des conversations beaucoup plus nourries autour de la littérature, et puis ça arrive aussi, je veux le rappeler, ici, sur YouTube, parce que même si les échanges sont très modestes, et si les vidéos que je fais sur cette chaîne, elles sont d'abord et avant tout pour moi, et c'est aussi pour ça que je continue de les faire. Il y a quand même un petit peu parfois d'échanges, de réactions sur les réseaux sociaux, et YouTube est un réseau social. Voilà. Comme il y a 4 ans, on avait pu avoir des échanges quand j'avais fait une série Twitch autour du centenaire de Ulysses de Joyce. Ben voilà, c'est finalement avec les personnes qui assistaient à ce séminaire que j'ai eu des discussions sur Joyce que j'ai jamais eu à l'université en fait. Donc tout ça est assez terrible quand même. Voilà, Ama-Ata Aidoo, Notre Sœur Rabat-Joie. Si vous ne l'avez pas encore acheté, si vous ne l'avez pas encore lu, eh bien il faut se dépêcher. Voilà. Euh, je parlais d'université, eh bien tiens, je vais passer un peu d'un extrême à l'autre, du zénith au nadir un peu, puisque là je vais vous parler d'un livre très problématique, puisque, alors vous le savez peut-être, un des auteurs sur lesquels je travaille depuis longtemps, c'est Abdul Razak Gurnah, l'écrivain tanzanien, zanzibari, enfin britannique, surtout anglais,
Alors, je travaille beaucoup sur lui en ayant toujours eu quelques réserves sur certains de ses livres, et même globalement en fait sur un certain nombre d'éléments de son œuvre. Il se trouve que Paradise est au programme de l'agrégation d'anglais, que c'est moi qui fais le cours. J'ai participé à un colloque en octobre. Là, je suis en plein dans la fin du cours parce que comme c'est au programme de l'oral de l'agrégation, les cours ils ont lieu entre mars et mai. Et donc là, les candidates qui sont admissibles à l'agrégation, ben, j'achève de les préparer là. Voilà, on y va à fond, hein, on a redoublé, comment on dit, il y a une expression française que je cherche là, je sais plus ce que c'est pas à effort redoublé, c'est un truc comme ça, je sais plus. À marche, non, je sais plus, bon, c'est pas grave. Bref, peu importe. Donc Paradise de Gourna est au programme de l'agrégation, et comme toujours avec les agrégations, les concours, eh bien, il y a des publications qui sortent, et notamment cette collection, la collection Clé Concours aux éditions Atlante. Alors, c'est une collection qui existe depuis très longtemps, qui est extrêmement inégale. Moi, je trouve cette maison d'édition. Voilà, pas très bonne. Bon, alors, outre que les livres sont. La maquette est dégueulasse, enfin, vraiment, ça donne vraiment pas envie de lire ça. C'est vraiment, ouh, tu vas bourriner ton agrég. Je trouve ça vraiment, enfin, ça coûterait pas cher d'avoir une police un peu plus travaillée, une mise en page un peu plus travaillée. Bon, bref, ils sont assez chers en plus hein, par rapport au fait que les auteurs sont quasiment pas payés ou vraiment enfin, pas grand-chose, on va dire, hein, pas à la hauteur du travail qui est fourni. Et donc voilà, donc c'est parfois inégal. Il y en a certains qui peuvent être très bons. C'est une collection qui, comme d'autres collections de ce type, est certainement précieuse pour les candidats, les candidates qui n'ont pas un cours ou qui préparent seuls en candidat libre ou qui ont un cours qui n'est pas très bon, ça arrive, ou qui ont un cours qui ne fait pas le tour de toutes les questions, et ça c'est un peu plus systématique. Moi je sais que quand je fais un cours d'agrégation, bah, j'ai qu'une poignée d'heures, 18 en fait, pour tout faire, le cours magistral et puis un certain nombre d'entraînements aussi. Donc effectivement, il y a des aspects que ces livres permettent d'approfondir et c'est très bien. Alors la raison pour laquelle je parle de celui-là et je ne donne pas le nom de son autrice, c'est que ça fait maintenant 2 mois que la société savante, la société des études postcoloniales, euh, un certain nombre de ses membres s'étant rendu compte de problèmes importants dans ce livre, ont contacté l'éditeur en lui disant qu'il fallait immédiatement retirer ce livre de la vente et en demandant des explications. Alors pourquoi? C'est parce que dans ce livre, il y a, alors, il y a un très grand nombre de pages qui n'ont aucun intérêt pour l'agrégation, qui sont des espèces de copier-coller plus ou moins, de perspectives de livres que l'autrice de ce livre sur Gourna avait déjà fait. Elle avait déjà fait des livres sur d'autres, elle avait déjà écrit des livres sur d'autres œuvres du concours, hein, sur Ben Okri, sur Carol Phillips. Alors même si en fait ces livres ont à peu près rien à voir avec Paradise et refourguent un peu à la fin des quelques pages sur Carol Phillips et sur Ben Okri, bon c'est n'importe quoi. Donc déjà il y a beaucoup de choses qui sont un peu du n'importe quoi. Il y a des paragraphes qui sont répétés, copiés-collés à 2 endroits différents, mais surtout beaucoup plus gênant, il y a des citations attribuées au livre et qui n'en proviennent pas, et certainement aussi quelques analyses qui de même sont générées par intelligence artificielle. Et donc c'est une collègue qui a écrit en partie son livre en le faisant écrire par l'intelligence artificielle, qui a inventé des citations, qui a reformulé des citations, qui a fait n'importe quoi, et ni l'autrice ne s'en est aperçue ou ne s'en est souciée. Et puis évidemment, il y a 0 relecteur dans cette maison d'édition, donc ils ont fait n'importe quoi, ils ont balancé à éditer. Alors l'éditeur a fait des réponses, et la dernière réponse qu'il a faite ne ressemble à rien, parce qu'en fait il dit que c'est les citations, c'est lié à des problèmes de pagination d'une autre édition. Non, c'est pas ça. Bref, du foutage de gueule complet. Donc c'est pour signaler que ça y est, on commence à avoir dans le milieu universitaire, il n'y a pas que les étudiants qui foutent rien ou qui réfléchissent pas, qui se précipitent sur ChatGPT ou je sais pas quoi, ou Claude ou Grok ou Gemini ou je sais pas. Il y a aussi des collègues universitaires, on le savait, hein, il y a déjà eu un certain nombre de scandales, mais c'est pour signaler voilà, que les éditions Atlante et puis une collègue angliciste voilà, que je n'ai pas citée font n'importe quoi en écrivant en partie des choses qui sont du trash, qui sont du déchet, qui sont du n'importe quoi, qui sont voilà, des textes totalement sans objet et sans intérêt, et puis des textes qui sont aussi en partie des tricheries. Donc il y a évidemment tout ce côté-là. Et puis voilà. Et l'éditeur, alors il a retiré le livre de la vente, sauf que toutes les plateformes en ligne, dont évidemment l'horrible Amazon, continuent de le vendre. Et puis il a annoncé une édition remaniée aussi, ça il faut que je le dise, voilà, pour être entièrement honnête. Il a annoncé une édition remaniée qui sortira en juin. Il dit que les personnes qui ont acheté cette édition
fautives, je ne sais plus comment il dit, mais enfin moi je dirais fautives, pourront faire échanger leur exemplaire contre la nouvelle édition. Sauf qu'en fait, ce travail, il est mauvais, donc on ne peut pas remanier quelque chose de mauvais, on ne peut pas remanier quelque chose qui a été en partie, alors c'est vrai en petite partie, mais en partie quand même, truqué en fait, voilà, donc fabriqué artificiellement. Donc voilà, c'est vraiment, voilà. Mais voilà, je voulais le signaler. Alors, ensuite, je vais parler de choses un petit peu plus positives quand même, et je vais en fait renvoyer à la alors soit peut-être à une vidéo prochaine, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, soit tout simplement aux émissions de radio que j'enregistre, parce qu'une autre raison pour laquelle c'est vrai les vidéos s'espacent un petit peu, c'est qu'avec l'émission de radio que j'anime depuis maintenant 1 an et demi, bah, j'ai trouvé un autre espace de discussion, de médiation aussi de mon travail et de mes centres d'intérêt. Alors l'émission de radio, ben, il n'y a pas que moi qui parle, même en général j'essaie de m'effacer un peu quand même, j'ai toujours des invités. Alors l'émission de radio, je le rappelle si vous tombez sur cette vidéo comme ça un peu par hasard, elle s'appelle I Love mes cheveux, donc elle est animée par moi, Guillaume Singal, maître de conférence, blablabla. Et donc c'est sur Radio Campus Tour, et il y a donc le podcast, ça veut dire qu'on peut aller écouter tous les anciens épisodes, et là j'en suis à 43 épisodes en 17 mois, donc voilà, je suis très content. Ça fait à peu près de 2 à 3 épisodes par mois. C'est ce qui est annoncé d'ailleurs sur le logo, le visuel de l'émission. Et c'est la vérité, 2 à 3 épisodes par mois, même en comptant les 2 mois ou quasi d'interruption l'été dernier, l'été prochain aussi, je ne vais pas enregistrer l'émission. Eh bien, on en est à 43 épisodes et il y a des invités extrêmement diversifiés, des lycéens, des étudiants, des collègues, des traducteurs, des traductrices, des membres d'associations. Voilà, donc ça, voilà. Donc, il y a une vraie diversité dans cette émission. C'est vrai qu'elle me permet de, comme c'est une émission qui s'intéresse à la traduction et au plurilinguisme, ça me permet aussi voilà, d'entrer en dialogue avec un certain nombre de mes préoccupations aussi professionnelles en tant que chercheur, en tant que traducteur aussi, en tant qu'africaniste, parce qu'il y a régulièrement des invités avec qui on parle en fait un petit peu plus de sujets qui sont mes sujets de spécialité. Et ça a été le cas récemment. J'ai invité 3 grands spécialistes de Derek Walcott début avril, et donc je vous remettrai le lien de l'émission pour parler de la traduction au classique Garnier, la première traduction, hein, je parlais tout à l'heure, la première traduction d'Amahata Haïdou, presque 50 ans après, eh bien, Homéros, le grand poème épique de Derek Walcott, qui a un peu plus de 30 ans, il n'avait jamais été traduit. Et donc voilà, une traduction bilingue par Franck Collin, un collègue de l'Université de la Martinique. Et donc, il est venu avec Cécile Chapon de l'Université de Tours et Kerry Jane Ballard de l'Université d'Orléans. Tous les 3 sont des grands spécialistes de Walcott. Et ils sont venus parler de Walcott. Et il y a des lectures aussi de cette traduction en anglais, avec l'anglais de Walcott et avec le français, de la traduction française de Franck Collin. Donc, je vous renvoie en fait à cette émission, parce que je vous renvoie à cette émission en vous disant, voilà, le livre est cher, il coûte 60 euros, 59, mais bon. Mais voilà, faites-le acheter par votre médiathèque, faites-le acheter par votre bibliothèque universitaire et empruntez-le ensuite. Hein, voilà, c'est un livre extrêmement important. Les bibliothèques et les BU doivent avoir ce livre. Homéros. Et on continue avec un autre renvoi, alors là pour le coup vers la toute dernière émission, je l'ai enregistrée lundi, il y a 4 jours, et je viens de la mettre en ligne avant d'enregistrer cette vidéo, parce que le site de Radio Campus Tour, il subit des attaques pirates et des pannes assez régulières, et donc j'avais pas pu le mettre en ligne encore, la mettre en ligne encore. Donc le podcast de cette émission, et cette émission elle est consacrée à quoi, ou plus exactement à qui était mon invité, Jean-Luc Raharimanan, dont je vous ai déjà souvent parlé, vous l'avez entendu, enfin, vous m'avez entendu en parler dans Traduction sans filet, probablement dans d'autres de mes séries ou rubriques sur cette chaîne vidéo, sur ce vlog, et évidemment dans Je range mon bureau, je ne vais pas aller chercher toutes les vidéos dans lesquelles je parle de livres de Raharimanan, mais voilà, il faudrait vraiment faire un index. Et puis, donc, dans l'émission de radio, lundi, je recevais Jean-Luc parce que là, il y a 15 jours, il vient de sortir son nouveau roman. Alors, il m'avait dit son nouveau roman. Alors, en fait, c'est un tantara, c'est-à-dire c'est une série de tantara, c'est-à-dire d'épisodes mythiques. Et donc, Jean-Luc Raharimanan, dans ce roman, il s'approprie un des grands mythes fondateurs malgaches et il en propose sa propre élaboration.
Et dans l'émission, il explique tout ça, et notamment le fait qu'au départ, il a traduit une des versions en malagasy du 19e siècle, dans une transcription du 19e siècle. Il a commencé par traduire en fait le mythe principal qu'il voulait utiliser, qui est le mythe d'Iboni. Alors je le donne en version raccourcie parce que le nom complet, c'est très important de citer aussi le nom complet, mais lui alterne les deux, donc je me sens autorisé à le faire. Je ne vais pas retrouver évidemment le nom. Où est-ce qu'il est à un moment donné? Voilà, j'ai essayé de me lancer dans un truc et je ne vais pas y arriver. C'est pas possible cette histoire-là. C'est un truc de dingue, hein, cette histoire. À quel moment le nom d'Iboni est en entier? C'est une vraie question, ça. Iboni Massiboni Amanor. Voilà, vous l'avez eu en entier, avec mon accent et le malgache, une langue que je parle pas du tout le malagasy, et il paraît qu'on, enfin voilà, quand on parle pas malagasy, on prononce très très mal, voilà. Donc c'est sans doute très mal prononcé. Donc peu importe. Et donc Terre et Ciel, c'est un livre qui est, voilà, ce qui fait à peu près c'est 450 pages, et qui, enfin, en fait, 500 pages avec le glossaire. Et moi qui suis toujours en train de pester contre les glossaires, là, je fais une vraie exception parce que le glossaire, il n'est pas là pour donner des traductions un peu paresseuses pour les personnes qui ne veulent pas se bouger. C'est presque une dernière partie du livre, en fait. C'est presque une réécriture du livre principal de Rahrimanan ici. Bon. Voilà, je suis en train de partir dans tous les sens, mais c'est pour vous dire voilà, que ce roman vient de paraître, un roman, Tantara, livre, et c'est un livre qui est certainement un peu exigeant, il faut un peu rentrer dedans, il faut un peu rentrer dans les mythes, dans l'écriture, qui est extrêmement belle. Voilà, alors Jean-Luc dit qu'il a été un peu influencé au fur et à mesure, bah, évidemment par ses lectures du Mahabharata, par exemple, mais de Gilgamesh aussi. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que bah, il en fait une œuvre complètement personnelle aussi, mais quelque chose qu'il a dit dans l'émission, à la toute fin de l'émission, et qui est vraiment très important, c'est que c'est peut-être le premier de tous ces livres, pour les personnes qui éventuellement m'écoutent là et qui connaissent l'œuvre de Rahrimanan, c'est le premier de tous ces livres dans lequel il n'a pas été en quelque sorte porté par, il a dit, la toxicité de mon histoire. Voilà, je pense que je cite à peu près littéralement, c'est-à-dire évidemment tous les traumas de son enfance, de sa jeunesse, de l'histoire malgache, et de l'histoire malgache avant même qu'il soit né. Bon, la guerre civile de 1947 et la répression sanguinaire par la France, enfin, toutes ces choses-là, évidemment. Et donc il dit, et voilà, donc je lui ai dit, en forme de demi-plaisanterie, comme on dit, peut-on imaginer Sisyphe heureux? Je dis, bah, peut-être qu'avec ce livre, on peut imaginer, ou même pas seulement imaginer, se porter sur un Rahrimanan heureux. Voilà. Alors j'avais dit que je ne parlais pas beaucoup des livres parce qu'il y avait l'émission de radio. Alors oui, l'émission de radio sur Homéros, elle dure 1h20. L'émission de radio avec Rahrimanan, elle dure 1h20. Donc là, voilà, je dis beaucoup moins de choses. Mais on a aussi dans cette émission avec Jean-Luc parlé de Revenir, son livre de 2018 dont j'ai dû parler dans Je range mon bureau bah, à l'époque, hein, il y a 8 ans, qui vient de sortir en poche. Alors j'ai pas l'édition de poche parce que je ne l'ai pas racheté, et qui est surtout aussi sorti en anglais, traduction d'Alison Charrette l'an dernier. Et Jean-Luc revient en fait d'une tournée aux États-Unis. Donc la deuxième partie de l'émission, on l'a consacrée à ça, à discuter de cette tournée, du travail avec Alison Charrette, de la traduction d'Alison Charrette. Et puis on a fait une lecture. Lui, il a lu 3 extraits en français. Moi, j'ai lu les mêmes extraits en anglais. Et en plus, Jean-Luc qui avait apporté son instrument, parce que Jean-Luc, c'est un poète, c'est un écrivain, c'est quelqu'un de vraiment. Enfin, moi, je suis en plus très honoré d'avoir le bonheur de côtoyer les personnes comme ça, de partager quelques heures, quelques moments avec des créateurs aussi époustouflants que lui. Il y en a bien d'autres, hein, dont j'ai la chance qu'il et elle traversent ma vie un petit peu. Et, euh, et donc, il est aussi musicien, et donc il joue de 2 instruments, principalement à la vali, et puis le marovan, et puis là, depuis quelques années, c'est vraiment avec le marovan. Donc, il était venu avec le marovan, et il l'a en fait joué à un moment donné du marovan. Et puis, quand j'ai lu en anglais, il s'est mis à jouer aussi. Donc, on a improvisé, c'était pas du tout prévu, ça m'a un peu décontenancé au départ, je sais pas si ça s'entend, mais parce que déjà, bon, lire en anglais, qui n'est pas ma langue maternelle et qui est une langue voilà, que je parle, mais je sais, je suis un peu toujours self-conscious quand je lis en anglais. Et donc là, il s'est mis à jouer, donc c'est à la fois très beau et puis très comme ça.
qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, et donc c'était la première fois en fait que je lisais à haute voix, que je faisais une lecture qui était en plus une lecture musicale. Donc c'était vraiment une très belle expérience pour moi aussi. Voilà, allez écouter l'émission de radio ou pas, hein, mais voilà. Alors je vais continuer avec des livres qui sont sur mes piles à ranger suite à des événements récents qui se sont déroulés à Tours. L'émission de radio, je l'enregistre à Tours, dans les studios de Radio Campus. C'est une rencontre qui a eu lieu au début du mois, voilà, fin du mois dernier, je ne sais plus. J'ai un petit trou, donc c'était le 30 avril, je pense, avec une poète irlandaise que je ne connaissais pas, Mary Noonan. Donc vous l'avez là, vous avez son nom, Mary Noonan. Vous pouvez même faire arrêt sur image si vous voulez tous les détails du livre. Là, je vous mets même l'éditeur APIC, c'est très important parce que c'est un éditeur algérien. Et donc Mary Noonan, elle était de passage à Tours, elle est venue présenter un peu sa poésie, elle a lu un certain nombre de ses poèmes en anglais, et puis dans la traduction française de Valérie Rousseau. Voilà, donc Valérie Rousseau, qui est quand même un nom assez connu, poète et traductrice. Et donc la rencontre était très sympa, j'ai acheté le livre, c'était très bien. Elle ne me l'a pas dédicacé, ça c'est un peu un regret. Mais bon, c'est comme ça, c'est moi qui n'ai peut-être pas osé aller la voir. Et puis en discutant avec mon épouse, Claire, que vogue en lettres, voilà, que certains ici connaissent, euh, qui a même fait des apparitions dans Je range mon bureau, en tout cas sur la chaîne YouTube Thaler 45. En discutant avec Claire, elle m'a dit ah mais l'an dernier j'ai acheté cette anthologie au Castor Astral, une anthologie de poètes irlandaises, de poétesses irlandaises contemporaines, toutes traduites par Virginie Traxler. Alors avec une particularité, c'est que l'autrice de l'anthologie et traductrice, elle apparaît avec un nom d'autrice et je trouve ça super bien en fait. C'est-à-dire que il y a vraiment Virginie Traxler, c'est son livre à elle. C'est-à-dire que sans elle, effectivement, ce livre n'existerait pas du tout, puisque, bon, évidemment, il y a toujours les textes originaux des poétesses, mais l'anthologie, la préface et puis la traduction en français, c'est elle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai feuilleté le livre et il y a 3 poèmes de Mary Noonan, dont un poème que Mary Noonan a lu en anglais et dans la traduction de Valérie Rousseau. Et donc, ça veut dire que ce poème, il est traduit 2 fois. Alors, j'ai fait une note de blog, parce qu'il n'y a pas que l'émission de radio, il n'y a pas que le vlog, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi évidemment mon foutu blog que je continue à tenir contre vents et marées, même si personne ne réagit jamais, c'est pas très grave, je le fais une fois de plus, je le fais pour moi. Et quand je dis ça, c'est vrai, c'est-à-dire que ça m'arrive de retomber sur une vidéo de 2017 ou de rechercher un truc et de retomber sur un billet de blog de 2007 ou de 2013 ou je sais pas quoi, et de me redire ah oui c'est vrai, etc. Et en fait c'est vraiment une sorte de, ben, ça joue complètement sa fonction, qui était la première fonction de l'écriture, hein, voilà, de conserver quelque chose, de fixer quelque chose quand bah, la mémoire un peu et l'oralité suffisent pas. Donc voilà, donc ça joue complètement ce rôle-là. Et donc je vais vous lire en anglais Body, qui est un poème, je crois, du premier recueil de Mary Noonan, en anglais, puis je vais vous lire les 2 traductions. Alors c'est une série de poèmes qu'elle a écrit quand son père était très malade et qu'elle était obligée de s'occuper de son père, et notamment, vous allez l'entendre, de le doucher. Body. We never touched. All the years of our long story kept our distance. Your cheekbone, chiseled, bristly, was a strange land. Even the word body was banned. It never left your mouth. But now I'm all over you, an octopus, popping pills on your tongue at breakfast, allowing your false teeth to plop into my palm at night. I lather soap on your salt and pepper skin, draw the blade slowly over your jaw, wave around the small apple. I undress you, open the shower door, prod you in. I beg you to send your hand back out, squeeze shampoo on your palm, tell you to rub it well into your scalp. You shiver, cringe, tell me my hands are icy cold. I never thought I'd see my father's penis. And after the long haul of hours spent cajoling you to lie down under the covers, you grab my hand, lock it in yours, won't let it go. Corps, traduction de Valérie Rousseau aux éditions APIC. Jamais de toutes ces longues années nous ne nous sommes touchés, gardant nos distances. Ta joue, saillante, piquante, un pays étranger.
Même le mot corps était banni. Il n'est jamais sorti de ta bouche. Mais aujourd'hui, je suis partout sur toi, pieuvre qui dépose des cachets sur ta langue au petit déjeuner, qui laisse tes fausses dents le soir me tomber dans la paume. Je passe la mousse à raser sur ta peau poivre et sel, puis fébrilement, lentement, la lame sur ta mâchoire mal assurée autour de la petite pomme. Je te déshabille, j'ouvre la cabine de douche, t'y pousse doucement. Je t'invite à me tendre ta main ouverte pour verser le shampoing dans ta paume. Te demande de bien frotter le cuir chevelu. Tu frissonnes, te rétractes. Dis que mes mains sont glaciales. Je n'aurais jamais cru voir un jour le pénis de mon père. Et au bout de toutes ces longues heures passées à te cajoler, enfin tu consens à te coucher sous les couvertures. Puis tu saisis ma main, l'enferme dans la tienne, ne veut plus la lâcher. Corps, traduction de Virginie Traxler. Nous ne nous sommes jamais touchés. En toutes les années de notre longue histoire, nous tenions nos distances. Ta pommette ciselée de rue était un territoire inconnu. Le mot corps même était banni. Jamais il n'a quitté ta bouche, mais à présent je te recouvre une pieuvre qui dépose des pilules sur ta langue au petit déjeuner, qui laisse ton dentier tomber dans ma paume le soir. Je couvre de savon ta peau poivre et sel, fais courir la lame lentement sur ta mâchoire, contourne la petite pomme. Je te déshabille, ouvre la porte de la douche, te pousse à entrer. Je te supplie de me renvoyer ta main, presse du shampoing sur ta paume, te dis de bien frotter ton crâne. Tu frissonnes, grimaces, me dis que mes mains sont glacées. Jamais je n'aurais pensé voir le pénis de mon père. Après le long cours des heures passées à te persuader de t'allonger sous les couvertures, tu attrapes ma main, l'enfermes dans la tienne et refuses de la lâcher. Mary Noonan, donc édition APIC, et pour Virginie Traxler, impressions irlandaises, 23 poétesses racontent leur pays, anthologie bilingue au Castor Astral, et je crois que tout ça est sorti en 2025, 26, je sais pas. Le livre aux éditions APIC, ouais, donc c'est une collection, en fait, je veux juste dire ça, la collection Poèmes du Monde, dirigée par Habib Tengour. C'est voilà, c'est 2025. En fait, c'est une collection bilingue chez ces éditions APIC à Alger. Donc, ça mérite quand même d'être signalé. Je ne pense pas que ça soit forcément très facile de les faire venir. Je n'ai pas encore essayé, mais il faudra. Donc voilà, dans un autre compartiment, in another compartment, Mary Noonan, Valérie Rousseau, et puis donc Virginie Traxler, Impressions irlandaises, Castor Astral, et ça aussi c'est 2025. Deux lectures récentes aussi, dont je ne vais pas lire d'extrait, mais je veux vraiment en parler quand même aussi, parce que ce sont des maisons d'édition qui comptent pour moi. Celle-là envoyée par l'éditeur, donc là évidemment je remercie d'autant plus chaleureusement, merci à Magali et à Nassouf, éditrices des éditions Projectiles, qui m'ont envoyé Danse avec la DAS, un livre de... Alors c'est un livre assez spécial parce qu'il a été écrit par Dominique Roederer, roman biographique sur Chantal Loyal. Et Chantal Loyal, en fait, raconte son histoire à la première personne, mais c'est écrit par Dominique Roederer, donc il y a une espèce de double octorialité comme ça. Et c'est en fait, pourquoi ça s'appelle Danse avec la DAS? C'est parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un parcours qui est un parcours de migrante et de comment elle est devenue danseuse et comment elle s'est révélée, réalisée par la danse. Et c'est très intéressant comme histoire, hein, et il y a effectivement ce passé en fait, d'avoir commencé en étant placé à la DAS, donc en étant arraché à sa famille et notamment à sa mère, et comment en fait elle intègre très vite les ballets africains, enfin elle devient danseuse, elle intègre les ballets africains et elle fait des tournées mondiales, etc. Donc c'est un peu une histoire comme ça, un texte autobiographique qui montre comment voilà, elle est devenue qui elle est. Alors j'avouerai
platement que je ne connaissais pas Chantal Loyal, mais mon inculture en matière de danse et de chorégraphie, et d'histoire de la danse et de danse contemporaine est abyssale, donc j'y connais rien, donc voilà, pas, ça veut rien dire. Et effectivement, c'est quelqu'un de très connu. Le livre m'a permis évidemment de mieux le saisir. Et puis voilà, il y a eu des documents aussi qui ont été diffusés par l'éditeur sur les réseaux sociaux qui m'ont permis aussi d'approfondir ça. Voilà. Donc Danse avec la DAS, Dominique Rederer, Chantal Loyal, et c'était une des publications du printemps de Projectile, une maison d'édition que j'aime beaucoup, vous le savez déjà. Et puis autre maison d'édition que j'aime beaucoup, une maison française, mais entièrement tournée autour du Brésil, Anacaona, là encore, j'ai déjà chroniqué régulièrement sur ce vlog des livres d'Anacaona. J'avais enregistré Paola Anacaona, qui est l'éditrice, mais aussi la traductrice de tous les livres publiés. Il y a quand même une trentaine, une quarantaine de livres en 10 ans, et c'est elle qui a tout traduit. Donc il y a des livres pour enfants, il y a des textes de fiction, et puis il y a aussi beaucoup de sciences sociales, et celui-là, il est vraiment dans la série des textes de sciences sociales, puisque Paola Anacaona a traduit ce livre de Livia Santanavas, Quota Ratio, prononciation non garantie, une fois de plus, Quota Ratio pour une égalité réelle. Et donc, si vous voulez avoir une perspective, alors certes, c'est ça, moi je trouve ça très bien avec Anacaona, si vous voulez avoir une perspective en fait, brésilienne sur des débats qui ont lieu normalement un peu partout, ici la question des quotas, alors qui ne se pose pas du tout en fait. Enfin, en France, on a régulièrement des militants, des militantes, des associations qui disent, bah, en fait, voilà, il y a certaines minorités qui sont sous-représentées dans les médias, dans la politique, dans un certain nombre d'instances. La question, elle est régulièrement posée. Moi, je sais que je la pose à mes étudiants de manière extrêmement brutale parfois, hein, c'est-à-dire, voilà, quand dans les cours de... En fait, je fais ça uniquement dans le cours, quand même, pour dire que ça se rattache à un cours, je ne le fais pas comme ça, juste pour choquer. Dans le cours magistral d'introduction aux études postcoloniales que j'enseigne en première année, donc en anglais, en licence d'anglais, donc le cours est entièrement en anglais, et quand on aborde les questions de minorité visible, de racisation, racialisation, quand on tourne autour de tous ces concepts, que j'essaie aussi de les expliquer, de les explorer, d'en donner des exemples, d'en donner des déclinaisons dans des œuvres artistiques ou littéraires aussi, bah, évidemment il faut partir de la question des minorités visibles, et moi je dis toujours, bah voilà, dans cet amphithéâtre, vous êtes, je sais pas, alors généralement, la promo c'est 250, donc on n'a pas un amphi assez grand. Donc, généralement, je fais 2 CM, donc on va dire, allez, il y a une centaine d'étudiants ou d'étudiantes dans l'amphi, et je dis, bah voilà, dans cet amphi, on va pas faire des statistiques ethniques, mais il y a des personnes appartenant à des minorités visibles. Et généralement, je dis, bah voilà, ici, si vous parliez entre vous, vous vous rendriez compte qu'il y a une partie de l'amphi à qui on pose très souvent la question, ah, et tu viens d'où? Qui est une question que, voilà, que moi, on ne me pose jamais, par exemple. Pourquoi? Bah, parce que je suis blanc, en fait. Voilà. Donc, je suis blanc, je parle. Alors, parfois, on me dit, ah, ton accent, ça vient d'où? Mais c'est pas la même question. Hein. Si on dit, ah, ton accent, c'est quoi? Ou tu viens de quelle partie? Et moi, d'ailleurs, c'est souvent, tu viens de quelle partie de la France? Tu viens du Sud, t'es Marseillais, t'es bon. Ça, c'est les gens qui n'ont aucune espèce d'oreille, ça, c'est autre chose, peu importe. Mais voilà, mais elle est formulée comme ça. On me pose jamais la question, on m'a jamais posé la question, ah, mais tu viens d'où? T'es de quelle origine? Voilà, ces questions-là. Et donc, bah, ça, c'est quand on appartient aux minorités visibles, on te pose cette question. Tu as l'air un peu nord-africain, tu as l'air un peu maghrébin, tu es afro-descendant, noir, etc. On te pose cette question-là. Et même si, voilà, et si tu as l'air, je sais pas, si tu as l'air terriblement, je sais pas, de correspondre à un type, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, un type viking, on va pas te poser cette question-là, en fait. Et donc, voilà, donc je pars toujours de cette constatation-là en disant, voilà, je suis parti dans un tunnel, comme on dit, mais c'est pas grave, c'est lié. Allez, je montre le livre, comme ça, pendant ce temps-là, vous allez, tiens, je montre la 4e de couve, comme ça, si vous en avez marre de m'entendre parler, vous pouvez faire un arrêt sur image et vous saurez de quoi parle le livre. Après tout, hein, pourquoi les éditeurs s'embêtent-ils à faire des 4e de couve, hein, quand même. Donc je disais, voilà, donc dans ce cours, je pars de cette idée, ok, dans cet amphi, il y a un certain nombre de personnes qui appartiennent à ce qu'on appelle les minorités visibles, il y a un certain nombre de personnes à qui on pose régulièrement la question, ah, tu viens d'où, t'es de quelle origine? Et puis toute une partie de l'amphi à qui on ne la pose pas. Maintenant, je dis, ok, on a ça en tête, regardez au niveau des profs. À l'université, regardez au département d'anglais, mais dans les autres départements aussi, à qui est-ce qu'on pose cette question? Ben, pas à grand monde, en fait. C'est une manière de dire, bah,
le plafond de verre, la notion de plafond de verre, elle a été posée, elle est formulée, elle est travaillée par rapport évidemment au fait que même dans les professions, il y a une majorité de femmes, plus on monte dans la pyramide hiérarchique, plus la proportion de femmes baisse. C'est en train de s'améliorer dans un certain nombre de domaines. C'est pas fait quand même, mais ça fait partie évidemment des combats pour les droits des femmes. Voilà. Le plafond de verre, il existe. Il y a un plafond de verre des minorités visibles, il y a un plafond de verre ethnique, il y a un plafond de verre racialiste quand même, il faut le dire. Et effectivement, au département d'anglais de l'université de Tours, des personnes qu'on pourrait désigner ou qui pourraient s'auto-désigner ou s'auto-assigner comme arabes ou noirs, il y en a très peu. Voilà, ça c'est le plafond. Il y en a plein dans nos amphis et dans nos salles de télé. Il y en a très peu parmi les collègues. Ok, donc voilà, et donc ça, et si je raconte tout ça, je suis parti dans un tunnel, c'est pour dire que ce livre des quotas raciaux, je l'ai lu bien sûr dans cette perspective-là, mais avec un apport qui est un apport juridique, qui est un apport sociologique et qui est un apport brésilien. Donc ça veut dire que voilà, on va avoir ce travail, il est lié à la société brésilienne, et c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc elle reprend vraiment tous les cas, hein, si vous regardez le plan. Donc il y a des questions d'argumentation qui permettent aussi de contrer des arguments contre les quotas raciaux, parce qu'il y a des cotistes et puis il y a les anticotistes. Hein. Euh, la première partie s'appelle Les quotas ne sont pas une aumône, les quotas raciaux comme mesure de réparation historique. Et autant au Brésil, cette question de la réparation, elle est un peu discutée. C'est très compliqué, hein. Puis il y a eu Bolsonaro en plus, bon, ok. Euh, mais elle est discutée. En France, elle n'est pas discutée. Tu as la réparation au sens de ah tiens, on va peut-être se dire que les afro-descendants et puis les anciens colonisés d'Afrique du Nord et leurs descendants, il y a une réparation historique envers eux. C'est jamais, voilà, sous forme de quota, c'est jamais dans le débat public. Donc, tout de suite, ça part en il ne faut pas la repentance, le passé, c'est pas nous qui avons fait ça, les bienfaits de la colonisation, enfin toutes ces conneries. Bon. Ok, donc voilà. Le deuxième chapitre, c'est un petit pas, mais décidé vers notre rêve de liberté. Le troisième chapitre, c'est des quotas, oui, arguments en faveur des quotas. Et là, je me permets de dire quels sont les deux arguments principaux, les deux catégories principales, parce que c'est vraiment la partie, alors elle est courte, une quinzaine de pages, mais qui, moi, voilà, va me servir le plus et qui va nourrir le plus mon travail, ma réflexion aussi, voire peut-être même d'ailleurs s'ajouter à ce cours dont je parlais tout à l'heure. Les quotas de genre et le miroir brisé de la démocratie, la place des femmes et des groupes racisés au pouvoir, et puis critiques les plus courantes et arguments en faveur des quotas raciaux. Voilà, donc là on a, sachant que le livre, il porte spécifiquement sur les quotas raciaux. Et enfin, le quatrième chapitre, en miroir du premier, qui était les quotas ne sont pas une aumône, les quotas sont une aumône, un pas important, mais loin d'être suffisant. Ça veut dire que là, actuellement, elle dresse un portrait de tout ce qui reste à faire et du fait qu'actuellement, on a un peu encore l'impression que les quotas sont une aumône. Voilà. Livia Santanavas, traduction Paola Anacaona aux éditions Anacaona. Alors, on en vient à ce que j'annonçais il y a plus d'une demi-heure, et je pensais que j'allais le faire 10 minutes après. Donc quand je dis que je rentre dans des tunnels, je rentre dans des tunnels aujourd'hui. Bon, écoutez, je blague, vous m'écoutez pas. Il y a le chapitrage, la vie est belle. Oui, je disais tout à l'heure que avant-hier, le 20 mai, on a participé à une très belle rencontre, doublée d'un enregistrement pour le podcast La Franchie, pardon, animation Soisy Courbet, que je salue, admirable libraire, lectrice, vraiment. C'est voilà, il y a eu une discussion là ce soir-là, y compris en off. Waouh, voilà, ça fait partie des discussions que j'ai pas avec mes collègues à l'université ou très rarement. Voilà. J'ai fait une parenthèse, je sais plus. Oui, donc à la librairie La Franchie, j'ai acheté des livres. J'ai du mal à pas acheter des livres dans les librairies. Et donc j'ai acheté ces deux livres-là, Afro-Trans, qui est un ouvrage collectif qui m'avait totalement échappé. Tiens, regardez, ça c'est le marque-page de la librairie La Franchie. Alors c'est une librairie féministe. Hein. Voilà, c'est une librairie qui est vraiment autour de la question des textes féministes et des thématiques féministes. Donc c'est un livre collectif, mais dont on va dire le fer de lance, l'âme principale, c'est Michaëla Danger. Et donc alors c'est porté par le collectif Case Rebelle, c'est les éditions Case Rebelle d'ailleurs. Alors c'est très étrange parce que Case Rebelle,
je les suivais, je crois, sur X à l'époque où j'étais encore sur X avant de tout supprimer. Je pense que je les suis sur Instagram, il me semble. J'ai pas revérifié depuis. Mais j'avais pas du tout vu passer ce livre qui date de 2021. Alors j'avais un peu honte parce qu'en fait j'ai vu ça dans la vitrine. Et puis j'en parle avec mon éditrice, Sarah Filaba-Cabadio. Tiens, elle est là, Sarah Filaba-Cabadio. Parce que c'est mon éditrice, mais c'est aussi une collègue. Et puis elle écrit des livres, elle vient d'écrire un livre. On en parle après. Et Sarah et Patricia Ouefa-Grange, ma co-traductrice, connaissaient ce livre. J'avais un peu honte quand même. Et donc il est de 2021, donc ça m'avait échappé. Et donc c'est un texte très intéressant parce qu'il y a des entretiens, il y a des témoignages, il y a des textes de fiction, des textes poétiques, il y a des textes bilingues, créole, français, que j'ai trouvé très très chouette, par Lily Séjor notamment, qui est guadeloupéenne. Voilà, donc c'est un... Voilà, c'est un, il y a des textes de Kélisha Dessieux aussi que j'ai beaucoup aimé. Bon, bref, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est un livre là, qui m'avait échappé, que j'ai lu là depuis mardi et qui est vraiment très chaud. Depuis mercredi, je ne sais plus quel jour on est, sur quelle planète j'habite. Afro-Trans, voilà, aux éditions Case Rebelle, vivement recommandé. Et puis l'autre livre qui m'a tapé dans l'œil, alors celui-là sur les tables, lui il vient juste de sortir. Et lui, j'aurais très bien pu ne pas le voir passer. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. C'est un livre, je ne sais pas si on voit très bien. C'est Sarah Van Huxem et Antoine Constantin Caille. Voilà, je vais y arriver. Et ça s'appelle La tragédie des enclosures avec des poèmes de John Clare. Alors moi, ça m'a tapé dans l'œil parce que John Clare, c'est un poète extrêmement important du 19e siècle, un poète anglais du 19e siècle, que moi j'ai découvert en fait en faisant un cours, enfin lorsque j'ai enseigné pour la première fois, il y a bientôt 25 ans, la poésie romantique britannique. Et dans l'anthologie qu'on avait à l'époque, qu'on n'a plus d'ailleurs, il y avait les textes de John Clare. Moi, je tombais un peu en arrêt, j'avais jamais entendu parler de John Clare, donc j'étais déjà maître de conférence, j'avais ma thèse, tout, j'avais la grecque, tout. Hein. J'avais jamais entendu parler de John Clare, on m'avait jamais parlé de John Clare. Et puis j'ai trouvé ça tellement puissant, j'ai fait des recherches, j'en ai lu d'autres, etc., que je me suis dit, bah, il faut que je mette un poème de John Clare dans le corpus. Hein. C'est compliqué, parce que dans un semestre, il faut mettre Wordsworth, Coleridge, Shelley, voilà, c'est un peu... On met, par principe, John Clare. I Am de John Clare, en général, c'est celui-là que je mets, parce qu'il marche bien pour parler du lyrisme, pour parler du soi, pour parler du soi tragique. Il est très intéressant pour parler de la non-binarité, hein, de l'hésitation de genre aussi. Hein. Et donc... bah, c'est pas tous les jours que dans une librairie française, parce qu'en France on connaît assez peu John Clare, je vois sur les tables un livre autour de John Clare. Alors le livre, c'est un livre complètement hybride, un peu dingo comme ça. Moi j'adore ce genre de livre. Euh, Grosso modo, on va dire, si j'essaie un peu de décortiquer, il y a un peu 3 livres en un, mais c'est tout fait sens et tout se rejoint. Il y a même 4 livres en un si j'ajoute les photographies de Hugues Lucet, voilà, qui sont nombreuses dans le recueil. Mais grosso modo, voilà, c'est quoi ces 3 livres? Il y a un livre qui s'intéresse à l'histoire de la confiscation progressive des espaces naturels communs par des privés, par la propriété privée, par des propriétaires privés, par des grands propriétaires terrestres, aristocrates notamment, en Angleterre, mais aussi avec des rappels réguliers ou des allers-retours réguliers avec la situation en France. Donc cette espèce de parcellisation de l'espace public, et notamment de l'espace naturel, et le fait que ça se termine d'ailleurs sur des pages très intéressantes, que je crois d'ailleurs que je vais photocopier, il n'y en a que quelques-unes, donc j'ai le droit, ça, je serai en dessous des 10%, que je vais photocopier pour les envoyer à ma députée, bon, qui n'en fera rien parce que c'est une macroniste d'extrême droite en fait, qui est nulle, et puis au député de Tours, Charles Fournier, qui lui en fera quelque chose, donc qui s'appelle Pour la reconnaissance en France de ces mêmes droits de cheminer et de parcourir les terres, quelques propositions de réformes législatives et de nouvelles interprétations jurisprudentielles. Voilà. Ça, c'est le premier livre, en quelque sorte. C'est le premier objectif de ce livre. C'est principalement Sarah Van Huxem, qui est spécialiste de ces questions-là, qui a écrit ça. Voilà. Et il y a un... Et comme, en fait... Alors, pourquoi John Clare? On va en venir à John Clare, ça c'est le deuxième livre, un petit peu. John Clare, ça a été un poète de la
de ce qu'ils appellent le transpassé, c'est-à-dire le fait de transpasser, d'accepter. Pourquoi? Parce que John Clare, quand il est adolescent, il assiste au tout début du 19e siècle, il assiste dans sa campagne natale, dans l'East Anglia, à la mise en parcelle, à la clôture, donc aux enclosures, c'est-à-dire au fait que les propriétaires commencent à mettre des panneaux interdits de passer, des grillages, des barrières un peu partout, et qu'il devient de plus en plus difficile en fait d'errer dans la campagne et de se balader librement dans la campagne. Il y a un très grand nombre de poèmes en fait de John Clare sur cette thématique-là. Et c'est pas ceux que je connaissais le plus d'ailleurs. C'est aussi pour ça que vraiment le livre m'a intéressé. Donc ça c'est le deuxième livre. C'est quoi? C'est que eh bien en fait avec avec le photographe, les auteurisses, Sarah Van Uxem et Antoine Constantin Caille, sont allés en 2025 sur les traces, dans les différents lieux des poèmes de John Clare, en essayant d'aller d'un point à un autre en marchant, en essayant de dormir en plantant la tente sur des espaces non payants, donc un peu au mépris de la loi, donc en bravant la loi et en s'interrogeant un peu sur les circonstances, savoir s'ils allaient être embêtés ou pas. Voilà, donc ils ont tenté ça, et donc c'est pour ça aussi qu'il y a des photos, il y a plein de photos un peu de leur périple, donc par Hugues Lucet. Donc ça, c'est l'autre livre, le deuxième livre, c'est la deuxième part, enfin ça commence, ça s'appelle Marcher sur les traces de Claire, voilà, si j'essaie un peu quand même de citer les parties. Donc ça, c'est la troisième partie. Donc je dis il y a 3 livres, hein, il y a 3 parties. Et c'est pour expliquer qu'en fait, moi je dis qu'il y a 3 livres parce qu'il y a 3 idées dedans, où il y a 3 objectifs possibles, où il y a 3 types en fait de textes aussi, hein, bien sûr. Donc, introduction transpassée avec Claire. Première partie, la complainte d'Elpston ou le devenir poétique du droit. La troisième partie, dont j'étais en train de parler, marcher sur les traces de Claire et exercer le droit public de passer. Et puis le troisième livre, c'est quoi? C'est le cahier central, c'est la partie centrale. Ce sont des traductions des fameux poèmes de John Clare. Et donc, c'est là où Antoine Constantin Caille intervient. C'est lui qui a traduit ces poèmes, propose une nouvelle traduction de ces poèmes, et propose aussi une explication liminaire de ces choix de traduction qui s'appelle Traduire Claire, la solastalgie des communs en poésie. Alors évidemment, moi, non seulement je m'intéresse à Claire, c'est une question d'espace naturel, ça m'intéresse pas pour des raisons, pour le coup professionnelles, mais vraiment voilà, comme ça. Et puis, je suis traducteur, donc évidemment tous les textes sur la traduction m'intéressent a priori. Et donc voilà, donc je veux signaler, voilà, c'est Antoine Constantin Caille, s'il veut venir dans l'émission de radio à un moment donné, je serais ravi de le recevoir. D'autant que j'ai quelques questions, quelques légers désaccords aussi. J'ai dit léger, voilà, donc faut pas avoir peur. Donc voilà, donc il y a 9 poèmes qui sont donnés, dont certains sont assez longs et qui sont traduits, et avec voilà, tout un texte argumentatif aussi, expliquant un certain nombre de choix de traduction, le parti pris de tenter de vraiment traduire en vers rimés. Et moi c'est un choix qui me justifie, mais qui pour moi se justifie pleinement, je trouve même pas, enfin c'est bien qu'il l'ait fait, la justification est maligne, est vraiment intéressante, mais à un moment donné, il n'y a même pas besoin de se justifier. Moi je trouve que les personnes qui devraient se justifier, et à mon avis avoir du mal à le faire, c'est les personnes qui traduisent des poèmes en vers rimés en autre chose que des vers rimés, qui traduisent des poèmes en vers rimés en vers libres. Alors que de temps en temps, on ne mette pas la rime, parce que là on se dit, non là vraiment je force le truc, ça s'entend. Mais traduire des poèmes en vers rimés sans aucune rime ou sans aucune espèce de structure métrique tentant de respecter la forme d'origine, moi je trouve qu'il ne faut pas traduire. Moi je suis vraiment en désaccord avec ces choix-là. Alors en prose on n'en parle pas, c'est bon, bref. Voilà, donc il y a alors la seule, le seul reproche que je fais moi à ce livre, c'est dans la présentation des 3 premiers poèmes qui sont présentés en colonne. Et c'est extrêmement difficile à lire. Et justement, je trouve que ça fait le contraire de ce que cherche à dire le livre, c'est-à-dire la question de libérer, de dégrillager l'espace, de décompartementaliser l'espace, parce qu'évidemment, derrière tout ça, il y a aussi la deuxième couche, parce que là, ça parle du 19e siècle, mais il y a toute la deuxième couche, évidemment, du remembrement, alors qui est à peine esquissée, mais qui est quand même là dans notre esprit. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des paysages
que traverse Sarah Van Huxem, Antoine Constantin Caille, c'est les paysages qui ont été redéfigurés, encore plus décommunalisés et dénaturalisés par le remembrement, l'équivalent du remembrement en Angleterre. Bon, peu importe. Donc voilà, donc je trouve que cette présentation, je ne sais pas pourquoi, alors est-ce qu'ils se présentaient comme ça dans l'édition? Est-ce que Claire les avait écrits en carré? Je trouve ça un peu curieux. Donc voilà, donc les trois premiers poèmes, ils se présentent comme ça, en colonne. Alors, moi je pense que c'est pour gagner de la place. Ben, je trouve ça pas bien du tout. Voilà, donc quand j'aime un livre, j'aime beaucoup ce livre. C'est un livre, voilà, j'adorerais d'ailleurs avoir les auteuristes, et notamment le traducteur dans l'émission de radio. Enfin, vraiment, c'est un livre que j'aime beaucoup, mais j'ai ce bémol, j'aime pas du tout, parce que moi je trouve que c'est en contradiction avec le propos principal théorique du livre. C'est une mise en pratique contradictoire, on va dire ça comme ça. Et puis je trouve ça très très pénible à lire en fait. C'est vraiment très 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 pénible à lire parce que justement, et ça vient aussi casser l'effet rime. Si on lit Far spread the moory ground, the level scene, be spread with rush and one eternal green, that never felt the rage of blundering plough, through centuries wreath springs blossoms on its brow. Alors là, évidemment, moi je l'ai lu, donc vous avez entendu, scene green, plough, brow. En plus, c'est des vers, c'est des rimes plates. Ouais, mais regardez quand on le lit, c'est juste le bazar. Hein. On a l'impression que les vers, enfin les vers, ils sont coupés en deux, donc on a l'impression qu'il y a des hémistiches. Enfin bon, non, je suis pas du tout convaincu par ça, mais je suis tout à fait prêt à entendre les arguments de la maison d'édition, du traducteur. Je ne sais pas qui a fait ça. Je trouve ça pas convaincant. Voilà. Et le 9e aussi, il est comme dans le. En fait, il y en a 10. Hein. Donc, il y a 10 poèmes, j'ai dit n'importe quoi. Ouais, et je m'en aperçois parce que justement, en refeuilletant, le 9 et le 10 aussi, ils sont en colonne. Non, vraiment, non, ça va pas. On met pas Claire en colonne. Voilà, mais bon, après, je dis ça, et donc il y a aussi les photos, les photos dont les légendes sont souvent très amusantes et très ironiques. Euh, est-ce que je vais trouver il y en a une que j'ai vraiment trouvé très drôle, je sais pas où c'est. Euh, oui, Claire College, c'est pas très clair. Non, il y a une photo d'un rallye automobile dans un champ qu'ils ont pris en photo. Ah oui, voilà, c'est ça là. Je sais pas si vous voyez celle-là là. Et la légende, c'est Fête de l'extraction. Je trouve ça très très drôle. Bref, voilà, donc c'est un livre très intelligent, très intéressant, et en dépit du petit bémol que j'ai apporté, mais voilà, qui compte quand même pour moi, sur la présentation de 5 daily poèmes, vraiment un livre qui vient de sortir et sur lequel je suis tombé complètement par hasard. Je parlais de Sarah Fila Bakabadio. Eh bien, Sarah Fila Bakabadio, qui nous a accompagnés à Lille, c'est une des éditrices, c'est une des membres du collectif éditorial de Roth-Beaucric. Ah, vous savez ce que c'est Roth-Beaucric? Oh, ils ont publié un livre qui s'appelle Notre sœur Rabat-Joie récemment, je ne sais pas. Sarah Fila Bakabadio, être une femme noire en France, ça vient de sortir là aussi. On a pu en parler avec Sarah et en fait, on a discuté et tout. Et puis, au moment où Sarah et Patricia ont pris le train, moi, mon train était un peu plus tard à Lille hier, je lui ai dit, ah ben mince, je t'ai pas fait dédicacer le livre. Donc ça, il faut, voilà, ça, je vais vouloir une petite dédicace sur ce livre-là. Et donc, c'est un livre qu'elle a écrit et qu'elle a mis quelques années à écrire, me dit-elle, et c'est effectivement ce qu'elle ressent, parce qu'elle a voulu rechanger les choses, modifier la voix, régler un petit peu la focale, parce qu'elle voulait pas... en fait, la raison principale, c'est qu'elle voulait absolument éviter d'objectifier voilà, ces enquêtés EES. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui part au départ d'échanges et de conversations de type, on va dire, sociologique, avec 4 enquêtés EES de plusieurs générations qui ont toutes pour point commun d'être noirs en France. Et donc, à différents degrés, avec la question aussi du colorisme et du métissage qui se pose, avec la question du niveau social, avec la question du moment de l'arrivée dans la métropole, en France métropolitaine. Enfin, voilà, certaines sont nées en France, d'autres sont arrivées en France depuis la France quand même, donc depuis les départements d'outre-mer, mais voilà. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont posées, et c'est très intéressant à lire, et en fait, voilà, j'ai trouvé ça vraiment très, 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 très bien. Le point de départ du livre, c'est une discussion très rapide entre Sarah Fila Bakabadio, alors qui est collègue, c'est une collègue, elle est maîtresse de conférence à Cergy, euh,
Et c'est une collègue que j'ai connue il y a un certain temps, parce qu'elle a fait un passage 1 an à l'université de Tours il y a une quinzaine d'années. Et Sarah, en fait, dans un de ses cours, il y a une étudiante qui lui pose, alors tous les noms sont anonymes, enfin tous les noms sont des pseudonymes, avec une étudiante qui s'appelle Maëlys, et c'est lors des confinements, lors des cours en ligne, des confinements Covid en 2020. euh, elles ont une conversation euh, dont le point de départ est Madame, comment faites-vous en tant que femme noire, comment faites-vous tous les jours? Et en fait, la discussion s'engage parce que Sarah Filaba-Cabadio, la prof, qui n'a pas l'habitude qu'on lui pose ce genre de questions, elle ne comprend pas exactement ce que veut dire l'étudiante au départ. Et donc, en clarifiant le sens de ce faire, hein, comment faites-vous en tant que femme noire, euh, en fait, elle se dit, ça déclenche tout un tas de choses, la conversation déclenche tout un tas de choses, et c'est le point de départ du livre. Voilà. Je vous laisse découvrir le reste. Ça vient de sortir, c'est aux éditions du Seuil, dans une collection qui s'appelle Traverse. Voilà. C'était écrit sur la couverture, si j'avais un peu cherché. Traverse au singulier. Et voilà. Euh, une belle lecture aussi. Alors on en vient à des lectures, là c'était un peu beaucoup, sciences sociales, essais, etc. Bon, il y a eu un peu de poésie. Aussi, quand même, mais on en vient, ça fait 1 heure que je parle quand même. Est-ce que tu en viens? Oui, bah oui, j'en viens quand même à des lectures de fiction plus récentes, et j'ai lu pas mal de livres de fiction récemment. Tiens, alors avant de parler de ce que j'ai lu récemment, je vais parler de livres qu'on m'a rendus, ça c'est un grand classique, de livres qu'on m'a rendus et que je vais pouvoir ranger aussi. Alors, livre dont j'ai déjà parlé lors de sa sortie, Cœur du Sahel de Jaili Amadou Amal, c'était en 2022, je crois. Pourquoi? Parce que je l'ai prêté à une étudiante de L2 via les réseaux sociaux. Elle avait vu que j'avais parlé d'un autre livre. Non, j'avais parlé de ce livre-là, je ne sais plus, bon, peu importe. J'avais parlé de Jaili Amadou Amal, peut-être. On a échangé. Je lui ai dit, bah, je pense que, vu ce que vous me dites, ce livre-là vous plairait en particulier. Donc, je lui ai prêté Cœur du Sahel de Jaili Amadou Amal, et puis je l'avais prêté dans un tout autre genre, Chemoule, un chat français. C'est parce que vraiment, au moment où on a échangé avec cette étudiante en marge des cours, hein, c'est même une étudiante que j'avais pas cette année, que j'avais l'an dernier. euh, voilà, là, pour le coup, j'étais en train de le lire et elle avait dit: ah, ça a l'air rigolo, c'est quoi, etc. Donc, c'était Chemoule de Nathalie Quintane. Bien, voilà, donc ça, c'est un autre d'autres livres. Et puis, il y avait aussi Le tombeau de mon père de Patrice Nganang. Je ne sais pas pourquoi il est encore sur la pile de livres à ranger, je ne sais pas. Parce que j'arrive pas à le ranger, probablement, mais bon. C'est toujours bien, à un moment donné, de prononcer le nom de Patrice Nganang dans une vidéo. Voilà, figure tutélaire pour moi, avec d'autres, bien sûr. Et donc, on en vient au roman que j'ai lu récemment. Alors, j'allais dire, c'est tous des romans traduits. Non, il y en a un qui est écrit en français, les autres sont traduits, et je crois qu'ils sont traduits de 4 langues différentes. Voilà, donc ça va être un petit point de traduction aussi. Et le premier, c'est parce que je m'intéresse depuis peu, en fait, et c'est sous l'influence de Laurent Vanini, et je vous avais parlé dans la dernière vidéo d'un dossier Georges Navel, de la revue Fragment. Et donc Laurent Vanini m'a fait découvrir Georges Navel. Du coup, voilà, j'ai lu aussi la revue Fragment consacrée à Georges Navel. Et j'essaie un petit peu, voilà, de combler mes lacunes culturelles en matière voilà, de ce qu'on appelle la littérature prolétarienne. Et il y a ce livre qui est un classique, Kobayashi Takiji, Le bateau-usine. C'est un texte de la fin des années 20 au Japon. C'est un texte, alors voilà, c'est pas une question de littérature prolétarienne ou pas, c'est un récit absolument époustouflant et horrible parce qu'il raconte, puisqu'il raconte les conditions de travail absolument atroces sur les grands bateaux crabiers au Japon dans les années 20, et donc avec tous les sévices subis alors par les différentes catégories, parce que ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un bateau-usine, il y a plusieurs catégories. Il y a les pêcheurs, il y a les ouvriers qui mettent en conserve, il y a les matelots, bien sûr. Je l'ai dit, non, je ne sais plus ce que j'ai dit, les marins, je ne sais plus ce que j'ai dit, bon, c'est pas grave. Euh, et donc, oui, non, il y a les pêcheurs, voilà. Il y a les pêcheurs, il y a les ouvriers, il y a les matelots, et puis bah, il y a évidemment les 3 ou 4 personnes qui sont tout en haut de l'échelle, le capitaine, le contremaître, voilà. Donc ça décrit un monde absolument impitoyable, c'est vraiment terrible. C'est une traduction de Evelyne Le Cygne Odoli, qui avait paru une première fois je ne vais pas dire de bêtises, en 2000.
15 apparemment, et qui est ressorti là en poche chez Alia en 2024. Et voilà, je ne peux que conseiller ce livre. Je ne vais pas en lire d'extrait parce que j'ai déjà beaucoup de retard, je pense. Enfin, de retard. La vidéo est déjà longue. Ouais, c'est un peu dommage quand même. Allez, bon, tant pis. Je lis un extrait, rapide. Au début, ils pouvaient prendre un bain tous les 2 jours pour tenter de se débarrasser de la crasse puante dont ils étaient couverts. Mais une semaine à peine après le départ, le rythme était passé à 1 fois tous les 4 jours. Au bout d'un mois, 1 fois par semaine. Enfin, à 2 fois par mois. C'était pour éviter de gaspiller l'eau. Cependant, le capitaine et l'intendant ne se privaient pas d'un bain par jour. Dans leur cas, ce n'était pas du gaspillage. Les hommes, eux, étaient contraints de rester enduits de jus de crabe pendant des jours et des jours. Pas étonnant qu'ils attirent des cohortes de poux et de punaises. Quand ils défaisaient leur pagne, de petits grains noirs se détachaient et tombaient. L'emplacement du tissu dessinait autour de la taille un cercle rouge qui faisait des démangeaisons terribles. La nuit, on entendait de tous côtés des gens qui se grattaient frénétiquement. Et tout à coup, on sentait quelque chose pas plus gros qu'un bourgeon qui grouillait sous le corps. Aïe! Alors le pêcheur piqué se recroquevillait et se tortillait, mais aussitôt rebelote, sans trêve jusqu'au lendemain. Leur peau était râpeuse comme des poteries de grès. Des poux et de la pourriture. Un duo d'enfer! Il trouvait encore le moyen de rire. C'est la fin du chapitre 4 du bateau usine. C'est vraiment une lecture que je recommande vivement. Alors je sais pas si c'est, je pense que c'est très bien écrit, c'est très bien traduit à coup sûr. Enfin, en tout cas, c'est un texte qui est très beau aussi, enfin qui est très, voilà, très beau. Parution récente, me semble-t-il, 2026, je crois, je sais pas. C'est marqué, ouais, 2026, aux éditions Inculte. Alors j'avoue que je l'ai acheté parce que l'éditeur des éditions Incultes, Christophe Claro, très grand traducteur, je le suis sur les réseaux sociaux, sinon je n'aurais pas vu passer ce livre. Ça m'a un peu intrigué parce que voilà, j'ai une sorte de love and hate relationship avec l'oulipo et l'oulipianisme et l'oulipisme, je ne sais pas comment il faut dire, avec l'écriture à contrainte. Il y a eu toute une époque de ma vie où ça me fascinait beaucoup. Voilà, j'en ai lu beaucoup, j'en ai beaucoup écrit aussi. J'ai écrit beaucoup de textes à contrainte. Avec un ami, on avait même créé un autre type, un autre collectif. On avait créé un collectif à deux de textes à contraintes dans lesquels on a inventé plein de contraintes autres. Bon, bref. Et donc, je suis resté toujours éloigné en même temps de l'Oulipo. Je suis jamais allé au jeudi de l'Oulipo. Tout ce côté extrêmement parisianiste, extrêmement mondain, extrêmement superficiel m'agace profondément. Et il y a quelque chose d'extrêmement superficiel en fait dans l'Oulipo qui fait que j'ai toujours été un peu attiré et puis toujours à la marge quand même. Bref. Et donc, voilà, la raison pour laquelle ce texte m'a interpellé, c'est parce que son principe d'écriture est un principe oulipien, et il est intégré au récit, c'est-à-dire que le livre, le roman, raconte l'histoire d'un protagoniste qui décide d'écrire un livre dans lequel aucun nom, verbe ou adjectif ne sera répété 2 fois. Idem pour les adverbes, je pense. Il y a des exceptions, il y a l'exception des articles, et les prépositions principalement. C'est-à-dire les articles et les prépositions sont répétés. Sinon, c'est extrêmement compliqué, je pense. Alors, si quelqu'un veut se lancer le défi de se dire, j'ai même pas donné le nom de l'auteur, si quelqu'un veut se dire, Samuel Poisson-Quinton dans Apax, il a fait ça, mais quand même, il répétait allègrement les articles et les prépositions plein de fois, allez-y, mais wouh, je sais pas si vous écrirez 120 pages comme lui quand même. Alors évidemment, ça, c'est un texte qui, comme souvent les textes oulipiens, réussi, c'est un texte réussi, à quelque chose de très jouissif, parce que forcément, il est obligé d'aller chercher plein d'équivalents, plein de choses, plein de synonymes, plein de mots très rares. Donc c'est un livre qui a un côté très précieux aussi dans son écriture, mais voilà, mais c'est très plaisant à lire. Alors tiens, je vais lire ça. Euh, je vais lire au moins déjà l'extrait de la page 55 dans laquelle le protagoniste a son idée dans la baignoire, comme Archimède, a l'idée d'écrire le livre sans répéter les mots. Et la raison pour laquelle je la lis, c'est parce qu'il est question de Yankelevitch, en plus, qui est un philosophe que j'aime beaucoup. La flotte était tiède, je tremblotais, les canardeaux agonisaient en nasillant. À la radio, Ravel exécutait sa bouffonne aubade hispanique. De cette pianistique archive jaillit le phrasé en apesanteur de Vladimir Yankelevitch, son verbe suraigu, son staccato. En peignoir devant la glace, tout en égalisant ma moustache au rasoir, je prêtais l'oreille aux arguments du philosophe, évoquant le charme de l'instant et le mystère de l'homme, cette occasion à deux pattes.
Selon lui, la sémelfactivité, qui était interdiction de réitérer, avait pour conséquence l'innovation perpétuelle. Soudain, j'imaginai un livre où les mots jamais ne se répéteraient. Mazette, m'exclamai-je, en voilà une riche idée. Je me séchai, m'habillai, jubilant. J'en avais la ferme intuition, je tenais là ma servitude, l'unique opportunité de me ressaisir. Et je vous lis un autre extrait d'une lettre, puisqu'il y a des. C'est un roman en partie épistolaire. Et donc, ici, le narrateur, hein, le protagoniste principal, c'est aussi le narrateur, écrit à un ami. Mon dandy dépassé, infatigable arpenteur, mon gab. J'étais navré comme une épiphanie sans fève, sans galette, sans mage, guidé par un astéroïde. Tout change. Mes neurones surchauffent. Je suis amoureux d'une Artémise. Elle a dissipé les relents d'oraison, le brouillard, et je le réalise, mon cœur est à cette démone comme une cendre à son clope. En somme, je me consume, épris d'elle comme d'un paysage. En aquarelliste, je désire la peindre, l'immortaliser, les vallons de céréales fourragères, les ruisseaux chamarrés, un brin turquoise, les arrondis des tumulus, gracieuses malléoles. Tout est prêt. Le trépied, les couleurs, les pinceaux, ton S. Il y a des PS que je ne vous lis pas. Voilà, Apax de Samuel Poisson-Quinton, édité par l'excellent Claro aux éditions Inculte. Et au fur et à mesure, j'essaie de mettre les livres sous la pile, mais ça commence à devenir un peu compliqué quand même. Alors, ensuite, une nouvelle, me semble-t-il, traduction, des bêtises. Ah non, 2022, pas du tout nouvelle. Une pas du tout nouvelle traduction de Chloé Billon aux éditions Le Bruit du Monde. Et Chloé Billon, grande traductrice du bosnien ou du serbo-croate, mais bon, du bosnien. Semezdin Mehmedinovic, Le matin où j'aurais dû mourir. Et donc, c'est un livre autobiographique écrit par cet auteur que je ne connaissais pas, avec des dessins aussi, hein, qui sont très chouettes. Ça me fait penser à Pierre Barrault, tiens, Pierre Barrault, qui un temps sur les réseaux sociaux écrivait des textes agrémentés de dessins et qui apparemment, aux dernières nouvelles, est en train d'y réfléchir un petit peu plus sérieusement à l'idée de faire un livre, une sorte de roman graphique un peu. J'adorais les dessins de Pierre Barrault et les dessins de Semezdin Mehmedinovic, pardon, me font un tout petit peu penser au dessin de Pierre Barrault aussi. Voilà. Donc c'est complètement un hasard. Je ne pensais pas parler de ce livre, je ne pensais pas enregistrer de vidéo aujourd'hui, et puis j'ai échangé avec Pierre très récemment, donc ouais, bon, c'est une coïncidence. Bref, peu importe. Semezdin Mehmedinovic, donc paru en 2022 au Bruit du Monde, c'est un livre autobiographique qui part en fait, dont la première partie est, est consacré à un accident vasculaire ou cardiaque, je ne sais plus, que l'auteur a eu aux États-Unis, puisque il vit aux États-Unis depuis qu'il s'y est réfugié en fuyant Sarajevo en guerre dans les années 90. Et donc c'est le point de départ du livre, sachant qu'après, eh bien, en fait, il y a deux autres parties autour de la maladie de sa femme et autour d'un voyage fait avec son fils. Donc ça, c'est une partie qui s'appelle, je ne sais plus, son fils qui est photographe et vidéaste. Voilà, le bandana rouge. Donc il y a trois parties, hein, si je me souviens bien. En premier, Mehmed, parce qu'en fait il s'appelle Semezdin Mehmedinovic, mais plein de gens l'appellent Mehmed parce que son prénom est un prénom très rare, voilà, qui déroute en général les gens, même les gens qui connaissent la culture bosnienne ou bosniaque. La deuxième partie, c'est le bandana rouge. Et enfin, la troisième partie qui s'intitule Flocon de neige, autour voilà, suite à l'AVC et aux problèmes de santé de son épouse. C'est une rupture, en fait, elle fait une rupture d'anévrisme et ensuite elle perd en fait progressivement la mémoire et notamment la mémoire d'un certain nombre de choses anciennes en fait. Et donc le livre, c'est un livre en miroir, pas très gai autour de ça, son hospitalisation à lui, la maladie de sa femme et la manière dont il en a été le témoin et l'accompagnant sur la troisième partie du triptyque, et puis au centre, ce voyage avec leur fils, en fait, ce voyage avec leur fils, notamment dans le désert, en fait. Et voilà. Et donc c'est un livre qui est très émouvant, qui est très beau en fait,
Et je pense que c'est une fois de plus dû à l'excellent travail de Chloé Billon, grande traductrice dont j'ai déjà eu l'occasion de parler et que j'espère pouvoir avoir avec moi, bien qu'elle habite en fait, je ne sais plus si elle habite à Belgrade, je ne sais plus où elle habite, enfin bon, elle habite quelque part en ex-Yougoslavie en tout cas, donc elle vient pas souvent en France, mais comme son livre, là je vous renvoie encore à I Love Mes Cheveux, cette excellente émission de Radio Campus Tour, animée par qui on se le demande, euh, puisque lors d'une émission très récente avec les lycéens du lycée Grandmont, on a appris que le roman lauréat de, qui sera lu par une dizaine, peut-être même encore davantage, de classes de la région centre, c'est un roman traduit par Chloé Billon et qui a été choisi, élu, lauréat par les 3 classes du projet autour des traductions. Donc voilà, et alors il se trouve que alors ça tombe un petit peu bien parce que j'avais pu inviter dans l'émission de radio Éric Bourri quand il était venu parler, de rencontrer les 3 classes de lycée pour Eden. J'avais pu recevoir dans l'émission de radio Margot Nguyen-Béraud quand elle était venue rencontrer les classes pour la traduction d'Andrea Abreu. Et puis j'avais pas réussi à coincer Chloé Billon en novembre, donc peut-être qu'elle va revenir à l'occasion de ce travail-là. Donc voilà, on espère qu'effectivement on va pouvoir faire une émission avec Chloé Billon, excellente traductrice. Et donc on pourra par exemple, si on fait une émission avec elle, parler de ce livre-là, entre autres. Et puis tiens, je disais Éric Bourri, et hop, il suffit de dire Éric Bourri, et puis un livre d'Éric Bourri apparaît. Alors un livre très spécifiquement de Sigríður Hagalín Björnsdóttir, écrivaine islandaise dont je connais un autre livre, L'île, et je crois même l'avoir chroniqué dans le vlog il y a quelques années, à l'époque où je ne connaissais pas encore Éric Bourri personnellement. Et puis là, c'est une des sorties. Alors Éric Bourri, il y a 4 livres de lui, 4 livres traduits par lui, qui sont sortis entre janvier et avril. Celui-là, il est paru en avril. Et c'est aux éditions Gaïa Actes Sud. Et c'est un livre un petit peu inclassable, c'est une sorte de fantaisie d'anticipation, une sorte de roman un peu apocalyptique dans laquelle en fait tous les gens finissent par perdre leur métier à cause du recours généralisé aux intelligences artificielles. Donc lui, il était journaliste et poète. Bon, ben voilà, il perd son travail de journaliste parce qu'il n'y a plus aucun journaliste. Tous les contenus médias sont générés artificiellement. Enfin bon, voilà. Donc ça décrit un peu une société, malheureusement, peut-être un petit peu réaliste et horrible, vers laquelle on se dirige. Donc ça, c'est un peu le contexte général. Et puis donc ce personnage qui s'appelle Sigfus, il est employé, il se trouve être employé par une... alors déjà, il a une sorte avant ce que je vais raconter, il trouve la foi, il trouve Dieu, il devient une sorte d'illuminé comme ça, qui parle de Dieu aux gens comme ça dans la rue, il devient un SDF parce qu'il a perdu son boulot, etc. Et donc voilà, c'est une sorte d'illuminé comme ça religieux un petit peu, mais très calme en même temps, et puis très intelligent, enfin très cultivé. Et puis il se trouve être employé par une start-up, une entreprise qui met au point une intelligence artificielle religieuse, c'est-à-dire pour répondre aux questions spirituelles, aux questions religieuses des internautes. Et il est engagé en fait pour nourrir un petit peu cette intelligence artificielle et la contrôler, la rectifier, la modifier, etc. Et donc ça c'est voilà, c'est toute l'intrigue tourne autour de ça. Et c'est vraiment pas mal du tout. C'est un livre qui interroge énormément sur la créativité, sur la manipulation, sur tout ce qui est métaphysique finalement, c'est-à-dire le lien entre l'intelligence artificielle et la métaphysique. Et le titre donc, qui a été choisi, c'est Dieu.0, donc traduit de l'islandais par Éric Bourri, je l'ai dit, et le titre original c'était Deus, puisque c'est le nom de l'entreprise en l'occurrence. Voilà, voilà. Alors il y a aussi, il y a un personnage très, très intéressant, très attachant, d'adolescente qui finit par être employée dans une boulangerie, qui est victime en fait de harcèlement de la part de ses camarades à l'école, et qui voilà, qui est dans cette situation-là, et qui finalement devient une amie, enfin une amie en fait
de ce personnage. Et donc voilà, donc il y a tout voilà, il y a toute cette intrigue-là aussi. Il y a ce personnage-là qui est extrêmement attachant. Je ne sais plus comment elle s'appelle, Isabelle, non, je me demande. Isabella, voilà. Isabella. Et donc il y a une sorte d'alternance narrative aussi entre les chapitres consacrés à Sisyphus et ceux consacrés à Isabella. Et puis surtout, tiens oui, ce que j'ai failli oublier de dire, je ne sais pas si vous voyez sur la tranche, mais il y a des pages noires, et ces pages noires correspondent en fait à un troisième type de chapitre. Ce sont des traductions d'articles d'articles de presse. En fait, j'ai vérifié, tous ces articles de presse existent réellement. C'est principalement des articles qui ont été publiés dans des journaux anglophones, Scientific American, Guardian, ah ben non, là, non, là, c'est la radio nationale islandaise. Bon, il y a des posts Facebook aussi. Et donc voilà, donc ça veut dire aussi qu'il y a voilà, le livre, le roman quand même, il est constitué en partie d'articles de presse qui sont des vrais articles de presse traduits. Alors une des questions, tiens, ben, je vais la poser à Eric Bourri parce que ça on a échangé, mais très rapidement en fait sur les réseaux sociaux. Puis il est très très occupé en ce moment, il est toujours très occupé, je pense, on est tous toujours très occupés. Mais en même temps, c'est quelqu'un de très, très occupé et très disponible en même temps. Donc voilà, tiens, je lui pose la question publiquement. J'espère qu'il aura le temps de regarder au moins ce petit bout de la vidéo. Je me suis demandé comment il avait traduit. Par exemple, typiquement, l'article du Scientific American, il existe en anglais. Je suppose que dans le livre publié en Islande, l'autrice avait traduit ces différents articles anglais en islandais. Et donc ma question, c'est la suivante, elle est toute simple. Eric, est-ce que tu as traduit ces articles, en plus ils sont un peu raccourcis ou réadaptés par moment, est-ce que tu as traduit en fait les traductions en islandais de Sigríður Hagalín Björnsdóttir, ou est-ce que ils étaient intégrés en anglais et tu as traduit de l'anglais? Enfin, je sais pas, voilà, c'est un peu ça ma question. Voilà, à découvrir en librairie aussi. Et puis tiens, on continue avec les lectures que je fais parce que bah, j'en change et je reçois des traductrices. Je parlais de Margot Nguyen Béraud. Blam, Margot Nguyen Béraud. Et elle n'est pas sur la couverture. C'est quoi cette maison d'édition? C'est le Cherche Midi. Et donc elle est derrière. Et donc au Cherche Midi, Margot Nguyen Béraud vient de traduire ce livre argentin d'un écrivain argentin, Roque Larraqui, La télépathie nationale, qui est un livre complètement barré. Enfin, j'ai trouvé ça à la fois très réjouissant et un peu comme ça, un peu dans les tours. Et je me propose de lire la quatrième de couverture. Je le disais il y a très longtemps dans cette vidéo qui dure maintenant 1 h 15, mais ça devait être il y a facilement 3 quarts d'heure. Je ne sais même plus à propos de quel livre. Je disais à quoi servent les quatrièmes de couverture. Si c'était pour le livre de chez Anna Kauna. Ben, je vais vous lire la quatrième de couverture. La télépathie nationale, Roque Larraqui. Le Cherche Midi, traduction Margot Nguyen Béraud. Titre original La Telepatía Nacional. Buenos Aires, 1933. Un entrepreneur audacieux nourrit l'ambition d'établir le tout premier parc ethnographique du pays. Son projet controversé prévoit de rassembler des groupes de Noirs, Asiatiques, Indigènes et anormaux afin de les exhiber au regard curieux du public. Il organise alors l'arrivée d'une vingtaine d'indigènes venus de l'Amazonie péruvienne. Premier angle d'approche du livre, pour moi évidemment, tout l'aspect décolonial bien entendu. C'est un roman qui vient un petit peu réinterroger, refictionnaliser tout un moment évidemment d'ethnologie colonialiste, suprémaciste, raciste en fait, avec notamment la question des zoos humains. Et donc c'est aussi une fiction sur les zoos humains qui ont bel et bien existé. Voilà, donc il y a cet aspect-là, et puis il y a tout le côté décolonial par rapport à la question des autochtones, des First Nations Americans, les premiers, les habitants premiers, les peuples premiers d'Amérique. Je poursuis la lecture de la quatrième de couverture. Du fait d'une faille administrative, cette curieuse troupe se retrouve coincée à Buenos Aires sous la surveillance d'Amado Dam, un employé impliqué dans cette entreprise inhabituelle. Il découvre que les nouveaux venus prennent part à un rituel mystérieux, défiant les dogmes scientifiques les plus établis. Dès lors, la réalité se dérobe, entraînant le récit vers des rivages oniriques et imprévus, en rupture totale avec l'histoire de la dictature militaire argentine des années 1930. D'une puissance ironie et d'un humour corrosif, la télépathie nationale nous offre une expérience littéraire envoûtante. Alors oui, et ce qui est intéressant, c'est en fait ce qu'elle ne dit pas la quatrième de couverture, je me demande s'ils n'auraient pas dû le dire en fait, c'est
c'est que le fameux rituel, il part de quelque chose de... Alors on peut dire c'est du réalisme magique, c'est du merveilleux, c'est de la science-fiction, on ne sait pas trop. Ça vient du fait que euh, l'équipe, enfin, une partie de l'équipe, un des membres de l'équipe, découvre euh, quelque chose dont il va se servir et dont les personnes qui vont hériter de ce savoir vont se servir d'une manière non démocratique plus tard dans l'histoire argentine, c'est que il y a, alors je ne veux pas dire de bêtises, où est-ce que c'est, où est-ce que c'est, où est-ce que c'est, je ne vais pas retrouver ça. Je ne vais pas y arriver. Il y a un tatou en fait. Bon, grosso modo, il y a un animal, il y a un tatou qui, en griffant un être humain, réussit à le mettre en communication par télépathie, nouveau titre, la télépathie nationale, avec la précédente personne qui a été griffée. Et donc évidemment, ça va être utilisé de manière évidemment extrêmement problématique par des personnes proches de la dictature en fait, ou ça pourrait être en tout cas utilisé bien sûr par la dictature. Je ne retrouve pas l'extrait où il est question de ça. Je vais le lire quand même. C'est tellement drôle en plus. Nous entrons dans la bibliothèque. Il me montre la caisse avec marqué objet de culte. Il dit que les cris sont sortis de là. Alors que nous cherchons la clé de la caisse que d'après lui j'ai perdue, nous n'entendons rien d'étrange. J'ignore si les rats peuvent faire silence volontairement. Pour l'instant, cela semble être le cas. Dame me palpe car il croit avoir vu le relief d'une clé dans la poche de mon pantalon. Il fouille, fouille et la sort. À l'intérieur de la caisse, il y a quelque chose d'enveloppé dans une toile de jute. C'est assez lourd. Nous devons nous mettre à deux pour le soulever. Nous sentons dans nos mains le moelleux humide d'une colonie de champignons. Je demande à Dame de déplier lui-même la toile. Moi, j'attends juste à côté, marteau en l'air. On dirait une souche d'arbre avec des racines et des moignons de branches, mais ronde comme une énorme noix, une coquille qui pourrait contenir plusieurs rats ou un chien de taille moyenne recroquevillé. Plusieurs entailles disséminées à la surface semblent intentionnelles. De face, cela évoque un totem ou une Vénus. D'après le spécialiste, c'était une image pieuse, une déité mineure. C'est possible. Dame a du mal à croire à la déité. Il prétend qu'en tout cas la foi de ces indigènes est sans motricité fine, car même les Puigui, le peuple le plus élémentaire d'Océanie, qui adore des dieux allongés dans le sable et a pour interdiction de les retourner, les dieux réalisent avec un envers décoré. Je lui rappelle, d'ailleurs cette phrase, j'avais aussi noté ce passage parce que cette phrase, je crois qu'il y a une petite erreur bon bref, je sais pas, il manque un mot, je sais pas. Je lui rappelle qu'il les a voulus très primitifs. Il répète ce que je viens de dire avec une voix aiguë. À sa voix qui imite la mienne se superpose une autre, plus grave, plaintive, qui lorsque Dame se tait parce que je vais me mettre à pleurer, continue depuis la coquille. L'une des entailles dans le bois semble plus profonde que les autres, une rainure. Dame met un doigt dans la rainure, la chose grince et s'ouvre en trois. Ce qui respire à l'intérieur est comme un ganglion du bois couvert de poils qui se hérissent. Du corps tordu par le manque d'espace, entravé par les contours de la coquille, une jambe sort et des yeux s'ouvrent là où il n'y en avait pas, puis vient un bras avec des doigts aux griffes abîmées qui laisse un sillon sanguinolent sur la jambe de Dame. Le chapitre se termine comme ça et ça reste en suspens un peu. Et donc c'est la griffure du, oui j'ai dit du tatou, mais je crois que c'est un tatou. Je cherche partout et je retrouve pas je retrouve pas l'info. C'est un peu bizarre. Ouais. Hmm. J'ai lu ça il y a un mois et demi. C'est horrible la mémoire hein, quand même. Bon bref. Je termine cette vidéo, parce que quand même il faut terminer là, c'est pas possible, hein, avec un livre acheté à Venise, car nous sommes allés à Venise, expérience à la fois très belle et un peu saumâtre, on va dire ça comme ça, parce qu'on a eu des incidents, des mésaventures un petit peu aussi à Venise. Ça reste une ville invraisemblable, hein, enfin complètement à part, complètement singulière. Je pense qu'on aimera sans doute essayer d'y revenir, bon, voilà, en espérant ne pas avoir de mésaventures, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai acheté ce livre dans un des musées. Je
crois que c'était au Palazzo Correr, je crois. African Venice, A Guide to Art, Culture and People, et que j'ai acheté relativement au début, ouais, c'était peut-être mardi, c'était peut-être même dès le lundi, je sais pas. On y était une semaine. Et c'est un livre extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment ça, A Guide to Art, Culture and People. C'est un livre qui essaie de mettre en avant toutes les traces de la culture afrodescendante, des cultures afrodescendantes, eh bien, des liens avec évidemment la traite transatlantique aussi, et la présence noire en Europe, avant même d'ailleurs la traite transatlantique aussi, y compris dans la basilique, enfin bon, etc. Donc voilà, donc c'est un livre très intéressant qui se décompose je crois, en 9 itinéraires, voilà, qui se découpent en fonction des différents quartiers, des différents sestiere, et puis des îles extérieures aux sestiere. Donc voilà, c'était un livre qui était une belle découverte que j'ai lu sur place en fait, en m'en inspirant. Et c'est vrai qu'il y a deux, trois choses qu'on est allé voir parce que je les ai découvertes dans ce livre. Je me suis dit, tiens, quand même, il faudrait aller voir ça. Et donc, il y a des. Voilà. Et il y a aussi. Alors, il n'y a pas que. Là encore, c'est un livre un peu hybride. Il n'y a pas que le côté étude historique et exploration par quartier. Il y a quelques textes de fiction, quelques poèmes, quelques textes d'écrivaines, Carol Phillips, tiens, justement, dont je parlais tout à l'heure, Ibrahim Le, Yvonne Adiambo Owuor, les- voilà, l'écrivaine kenyane. Bon, voilà. Donc il y a un certain nombre de, de, de textes comme ça, de coups un petit peu de projecteur sur des artistes aussi de la Biennale. Enfin voilà, donc c'était très 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 chouette. Et je vais terminer là-dessus cette vidéo numéro 132. C'est publié aux éditions Wetlands qui sont basées à Venise. Il existait en italien et en anglais et je ne pense pas qu'il existe en français. Voilà. Bonne semaine à toutes et tous, et puis j'espère que personne n'a écouté ça en entier. En tout cas, moi, ça m'a complètement démoli de l'enregistrer en entier, parce que moi, je ne peux pas fragmenter. Allez, ciao!